bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je sais que vous venez de différentes régions, puisque j'ai vu la liste de participants. Et donc, nous savons qu'il y a tout le continent africain qui est représenté, de toutes les régions, mais nous avons également des membres des Caraïbes, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe également. Donc, merci beaucoup à tous de vous être joints à nous pour cette série Innovation que nous organisons avec l'Organisation des agriculteurs panafricaine. Je travaille pour le collège, c'est une association de d'opérateurs du secteur privé. Nous avons également notre directeur général, notre délégué général, M. Jérémy Knops, qui interviendra en fin de session. Nous avons un sujet très intéressant pour cette 14e session, qui est les pratiques et innovations résilientes au changement climatique des PME agroalimentaires. Vous savez que le noyau de ces sessions, c'est de montrer des exemples d'organisations, d'agriculteurs, de coopératives qui ont réussi à lutter contre le changement climatique de façon à ce qu'ils puissent nous présenter leur expérience qui pourrait être répliquée et partagée avec d'autres. Bien entendu, nous avons également des participants d'autres organisations qui soutiennent les entrepreneurs pour qu'ils puissent se développer et être plus efficaces. Je reviendrai vers vous un peu plus tard, mais pour la session aujourd'hui est comme d'habitude interprétée en français, en anglais et en portugais. Donc choisissez votre langue dans l'icône du petit globe qui se trouve au bas de votre écran. Et n'hésitez pas non plus à mettre vos commentaires ou observations dans le chat, chose que nous résumerons à la fin de la session. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole au docteur Babafemi Oyewole, le directeur général de l'Organisation panafricaine des agriculteurs, qui est un partenaire pour cette série. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Babafemi Oyewole, malgré que vous soyez en train de voyager. Le docteur Babafemi est un expert sur les institutions internationales liées à l'agriculture. Vous avez pu le connaître lorsqu'il était le PDG de l'Alliance, l'African Agribusiness Alliance, mais également de l'Alliance africaine de la noix de cajou et ancien directeur exécutif, directeur général de l'African Energy Investment Corporation. Donc, il est très bien placé pour nous présenter son point de vue, non seulement au titre de son poste actuel, mais également sur un sujet qui l'intéresse beaucoup. La coopération entre le COLID et le PAFO est très importante parce qu'elle a un impact important sur les petits exploitants. Et donc, sans plus attendre, je demande à M. Bapafemi de prendre la parole. Bonjour et merci Isoline de ces aimables paroles d'introduction. Alors bonjour à tous, bon après-midi en fonction d'où vous vous trouvez. Euh, En tout cas, bienvenue à tous pour participer à ce programme. Alors cette série d'innovations est produite conjointement entre le PAFO et le COLID. Et vous savez que c'est une initiative, un programme extrêmement important, fort populaire et qui permet d'attirer pas mal de parties prenantes qui sont très actives dans le système. Alors, nous avons certainement une attention particulière pour ce qui concerne le changement climatique et en particulier dans le secteur agroalimentaire parce qu'il est particulièrement vulnérable aux évolutions du changement, aux évolutions du climat, les changements qui sont dus par exemple à des modifications de la température, des systèmes de production, différentes menaces qui pèsent sur la productivité, l'accès au marché, la biodiversité, etc. Alors, le GIEC a permis de mettre en
évidence le fait que la sécurité alimentaire était compromise, avait affecté également la sécurité en approvisionnement en eau du fait du réchauffement climatique. Et donc, il y a eu un impact sur les prix et il est important donc d'avoir une aide durable au développement. Il est important de comprendre que le changement climatique doit inclure également tous les groupes, toutes les parties prenantes. Et au cours des 50 dernières années, on a vu qu'en termes de productivité, il y a eu un impact négatif sur les récoltes et qui varie et qui fluctue énormément. Et donc, le changement climatique, en fait, impacte en particulier les petites et moyennes entreprises, et ce, sur différents fronts. Il est important d'accroître leur résilience et d'assurer une transition vers une production qui soit moins intense en carbone. Et il faut donc avoir des mesures d'adaptation, de transition. Et on voit la participation des petites et moyennes entreprises dans la chaîne de valeur parce que ceci permet d'accroître le recours à de nouvelles pratiques et ceci se voit dans différentes parties du monde et il permet alors d'avoir de nouvelles opportunités. Les PME sont une partie importante de la chaîne et vont permettre d'accroître le développement durable. Il y a plusieurs options d'atténuation qui vont permettre d'améliorer, par exemple, la situation dans les forêts et au niveau de l'agriculture, des récoltes. Il faut donc utiliser des méthodes qui soient efficaces du point de vue des coûts et il faut essayer d'éviter la vulnérabilité de certaines récoltes en n'étant pas trop intensif. Il faut également se concentrer sur le développement de la qualité, pas seulement de la valeur, mais également de la qualité des aliments pour accroître les revenus des producteurs ainsi que des transformateurs d'ailleurs. Ce sont là toutes des thèmes, des thématiques qui vont être abordées au cours de cette 14e édition. Et les questions clés que nous allons aborder ont été soigneusement choisies par nos panélistes. Quelles sont les innovations clés que les agriculteurs, les entrepreneurs ont adoptées, ont développées pour contribuer justement à une meilleure résilience face au changement climatique? Quels sont les investissements nécessaires pour aider les entreprises? Euh, que peut-on faire pour améliorer ces adaptations, cette résilience au climat? PAFO donc est entièrement euh, dévoué à l'aide à fournir aux petits exploitants, en particulier en Afrique, pour remédier à l'insécurité alimentaire. Il faut donc qu'il y ait une coopération, un partenariat. Et donc, je demanderai à tous les participants qui contribuent à la discussion de se poser la question de savoir quelles sont les prescriptions et les politiques que nous pouvons recommander pour mieux accompagner les PME et mieux gérer tous ces défis liés au changement climatique. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup, docteur Balafemi, et nous allons certainement partager ce que fait le PAFO par rapport au changement climatique. C'est quelque chose qui va se voir au cours des mois à venir. Vous avez été toujours extrêmement actif sur ce front-là, et donc nous allons partager des documents clés du PAFO et de ses membres au cours des jours et mois à venir. Nous reviendrons
reviendrons sur les sujets clés qui ont été soulignés par le docteur Babafemi dans cette allocution d'introduction. Mais nous allons peut-être donner la parole aux entreprises. Nous en avons trois aujourd'hui. On va commencer avec Peter Nieko, qui est cofondateur de Mandulis Energy en Ouganda. Vous avez reçu les informations de la biographie de Peter. Alors, Mandulis Energy est en fait une start-up de technologie propre, une entreprise sociale axée sur le développement et le déploiement de nouvelles technologies et approches pour fournir une énergie abordable, fiable et durable. Pour ce faire, l'entreprise travaille avec différents partenaires pour promouvoir l'énergie propre, la transformation agricole, la cuisson propre et des solutions intelligentes face au changement climatique. Son entreprise a été reconnue par le Forum économique mondial comme Top Innovator pour les approches de résilience humanitaire et pour les solutions d'économie circulaire pour les personnes en déplacement. En tout cas, ce sont les sujets qui nous intéressent. Vous faites partie des 14 meilleurs projets africains d'électricité et d'énergie 2022 DESI Africa pour fournir en milieu rural une énergie renouvelable de la plus haute qualité au coût le plus bas possible en utilisant une approche d'économie circulaire zéro déchet pour alimenter euh, euh, le système d'agriculture, améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants ruraux et des agriculteurs réfugiés. Alors, merci en tout cas de nous rejoindre en dépit d'un emploi du temps fort chargé. Peter, je vous donne la parole. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais maintenant procéder au partage d'écran. J'espère que vous pourrez voir où nous en sommes. Et voilà. Euh, je vous salue depuis l'Ouganda, en Afrique du Sud, et je vais parler de l'Ouest, pardon, et je vais parler lentement pour que chacun puisse m'entendre convenablement. Je vais parler de notre société Mandoulis qui réunit plusieurs démarches pour pouvoir fournir de l'électricité et la produire et de faire cela de manière hybride pour pouvoir assurer une fiabilité, une durabilité et une accessibilité financière, tout en nous concentrant sur l'innovation. Je vais commencer par parler de l'avenir. La raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que nous aimerions voir un avenir plus durable dans le monde dans lequel nous vivons et c'est notre grand espoir et c'est quelque chose en quoi nous croyons fermement. Maintenant, nous savons qu'il y a une série de problèmes. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie et qu'il y a un déséquilibre sur la consommation de l'énergie dans le monde. Dans le monde, vous trouvez qu'il y a dans certaines parties une consommation plus importante que dans d'autres. Lorsqu'on regarde l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, il y a 650 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et 250 millions de ces personnes sont en fait des enfants. Lorsque les enfants n'ont pas accès à l'électricité, le gros problème, c'est que l'éducation devient un problème à côté des problèmes de santé également. Et dans ces zones du monde, ces régions du monde, près de deux tiers des personnes travaillent comme dans l'agriculture traditionnelle, des petites exploitations. Et là, le problème, c'est que s'ils n'ont pas accès à l'électricité, ils ne peuvent pas transformer leur production pour la vendre à un bon prix. Et ça veut dire que la pauvreté s'entretient. Et la plupart de ces agriculteurs de petite échelle sont en fait des femmes. Et sans accès à une énergie
économique, comme dans les zones urbaines, il est difficile d'avancer et les cultures, les récoltes sont perdues sans transformation parce qu'il faut pouvoir sécher, refroidir et toutes sortes d'autres opérations nécessaires pour la transformation. Et donc, à côté de cela, il y a aussi le fait que bon, le bois est fort utilisé pour le chauffage, mais ceci a un coût, non seulement du point de vue du temps, mais également du point de vue écologique. Et ceci peut être un défi. De nouveau, ce sont des enfants et des femmes. Et quand vous cuisinez au feu de bois, ben, c'est comme si vous fumiez 2 paquets par jour. Et nous savons que c'est un problème et nous sommes concentrés sur tous ces problèmes. Mais malgré l'existence de ces problèmes, nous avons vu qu'il y avait là une opportunité pour pouvoir permettre l'accès à l'électricité. Chaque fois qu'il y a une différence et un problème, on peut trouver une solution. Et il y a là des opportunités pour l'investissement. La connexion au réseau est un déséquilibre même dans ces communautés. Pour les communautés les plus pauvres, il y en a très peu qui sont connectés à des sources d'énergie. Et tout ceci s'accompagne de la destruction des forêts et parce qu'une grosse partie des forêts est utilisée pour le feu, le bois de chauffage. Et si on et également pour l'utilisation industrielle. Et là, nous avons perdu Monsieur Nyoko. Nyeko. Oui, ils sont capables d'utiliser. Oui, est-ce que je suis toujours là, Monsieur Nyeko dit. Oui, vous êtes revenu, Monsieur Nyeko. Mais vous êtes. OK. Lorsqu'on regarde les déchets de l'agriculture, lorsqu'on utilise ces déchets pour produire de l'énergie, on ajoute de la valeur de l'agriculture et on peut également les utiliser pour produire des engrais et augmenter le rendement des cultures. Et ceci ne peut que augmenter l'emploi, augmenter l'économie et ainsi malgré la vue funeste que je vous ai présentée au début de ma présentation, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Mais il nous faut penser en dehors de la façon habituelle de penser. Est-ce qu'on peut acheter un séchoir qui soit moins cher? Et voici donc un exemple d'un séchoir solaire qui permet aux agriculteurs de sécher leur maïs sur le sol et réduit l'exposition des grains à la poussière ou aux déjections des poules, etc. Donc, ça reste propre. C'est un séchoir tout simple, mais il fonctionne très bien. Il utilise simplement la chaleur du soleil et le mouvement du vent pour éliminer l'humidité. Et ce simple séchoir peut permettre de, euh, d'obtenir du maïs propre avec un niveau d'impureté inférieur à 1%, ce qui permet que maintenant ce maïs est a beaucoup plus de valeur pour les clients dans le secteur agroalimentaire. Donc, de quoi ont besoin les agriculteurs? D'une énergie de haute qualité et abordable pour leur propre subsistance, mais également pour leur industrie. Il nous faut donc une approche holistique. Et chez Mandoulis, nous avons beaucoup consacré de temps à la gazéification. Beaucoup de personnes mangent du riz, que vous mangiez une paella, un risotto, etc. Le riz a beaucoup de débouchés, mais un tiers du riz qui est produit
produit euh, des écailles, des écosses, des résidus agricoles qui peuvent être utilisés dans des mini-réseaux gazéification. Euh, pour des réseaux hybrides dans les communautés rurales et avec un prix qui n'est pas excessif. Et donc, jusqu'à présent, notre entreprise a été assez florissante en ce sens. Et ce qui met l'énergie au service de l'agriculture, c'est vraiment ce à quoi nous nous consacrons. Lorsque les cultures sont transformées, elles peuvent fournir de la farine, les déchets peuvent être utilisés pour la production d'énergie, pour la cuisson et les bioengrais, et l'énergie circulaire est entretenue, ce qui rend la vie possible. Nous travaillons bien entendu en synergie avec de grandes sociétés mondiales qui achètent les produits finis des agriculteurs. Nous travaillons avec des coopératives de fermiers qui nous aident à joindre encore plus de fermiers. Et maintenant, ce que nous examinons, c'est nous pouvons étendre nos projets à plus d'1 million de familles d'agriculteurs et nous essayons d'éliminer jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 par an parce que nos bio-engrais sont enrichis avec des espèces qui permettent de réduire la production de CO2. Et nous développons maintenant en Afrique du Sud, au Botswana, au Kenya et également au Nigeria et en Guinée. Et en Afrique du Sud, nous avons entamé nos activités en Tanzanie, en Zambie. Donc, nous sommes vraiment panafricains et nous sommes même en train d'envisager de travailler en Europe méridionale et en Asie de l'Est. Donc, par notre activité, nous améliorons les revenus, la santé, l'éducation et l'emploi. Comme je disais, une vision holistique et il n'y a que nos propres ambitions qui peuvent être la limite de ce que nous pouvons faire. Et comme je disais, les trois mots clés, c'est que l'énergie doit être économique, fiable et durable et qu'elle puisse permettre à l'énergie peut être électrique, mais elle doit également servir à la cuisson propre et elle doit être durable. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai très heureux de prendre les questions que vous aurez. Merci beaucoup, Peter. Nous allons passer en revue les différents intervenants et puis nous permettrons à chacun de s'exprimer, poser ses questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais je suis sûr que nous reviendrons un peu plus tard avec des exemples spécifiques dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur de transformation où vous avez pu observer un changement. Alors, sans plus attendre, Fraser Andondo est cofondateur de Forest Africa en Zambie, un spécialiste expert dans les chaînes d'approvisionnement. Il est participé dans plusieurs projets par des agences multilatérales de développement. Il a également de l'expérience dans le financement bancaire et, et, il a, bon, je pouvais, Fraser va partager avec nous le modèle de valeur ajoutée des ressources, de la gestion des ressources naturelles, qui est un point clé. Oui, nous avons tous un souffle. Monsieur Fraser Andondo
est passionné par la reforestation et l'utilisation de produits non ligneux. Et comme disait Dr. Barbara Perfilmi, les pratiques écologiques et régénératrices sont très importantes. Je ne sais pas, nous avons un bruit de fond, mais sans plus attendre, je vous cède la parole, Monsieur Fraser Andondo. Merci infiniment. Et je crois que Axel va se charger de partager ma présentation. Merci beaucoup. Merci encore. Je suis Fraser Handondo et donc je suis le cofondateur de Forest Africa Zambia en Zambie et c'est un véritable plaisir pour moi de faire cette présentation. Pour ceux d'entre vous ailleurs dans le monde, vous voyez ici Forest Africa et vous voyez cet arbre qui est un baobab et qui produit le fruit que vous voyez en haut à droite. Alors l'image suivante. Donc, ici, je crois que vous serez tous d'accord pour dire que euh, cette, ce paysage, en fait, est dominé par l'agriculture. Et quand c'est une monoculture, eh bien, les agriculteurs souffrent énormément, surtout quand il y a des problèmes liés au climat, ou par exemple sécheresse ou inondation. Et donc, souvent, ils coupent les arbres pour avoir du charbon de bois pour essayer de remédier à la situation, mais ceci en réalité crée de graves problèmes de déforestation. Donc, ça veut dire que nous avons en Afrique de l'Est essayé de trouver un autre angle pour nous adapter. Et donc, la plupart de nos communautés rurales essayent de trouver des sources alternatives de revenus qui leur manquent cruellement. Et donc, ils n'ont pas cette capacité d'adaptation. Et donc, ils ne savent pas quoi faire autre que d'abattre les arbres, ce qui en fait ne fait qu'aggraver le problème. Et ce que vous voyez ici à l'image, c'est ce qui se passe en fait un peu partout chez nous et dans la zone où je vis. Donc, nous avons ces inondations, l'incidence de ces inondations ne cesse d'augmenter sur le continent africain et puis évidemment, ceci s'alterne avec des périodes de sécheresse et nous perdons des récoltes. Alors ici à Forest Africa, ce que nous avons fait, c'est qu'on a essayé de trouver une solution. D'abord, avant, il nous faut une adaptation pour trouver des liens avec des fruits indigènes qu'on va pouvoir exporter dans le monde. Alors ici, il s'agit donc de trouver des sources de revenus pour ces communautés rurales qui dépendent de ces fruits sauvages. Et donc, en fait, nous avons ici trois éléments. L'environnement, et je vais en parler dans quelques instants, puis il y a l'aspect social et l'aspect économique. Et donc, il s'agit donc de contribuer à la vie de ces communautés rurales en leur permettant d'avoir accès à l'économie grâce à la commercialisation. Il n'y a pratiquement zéro produit qui vienne de ces fruits sauvages indigènes. Il y a uniquement ces fruits exotiques comme la confiture de fraises, mais en fait, ces produits ne sont pas faits avec des produits indigènes. Et nous nous sommes dit que ça contribuait à l'affaiblissement de nos communautés. Il faut donc essayer de trouver des aliments indigènes. Nos propres enfants ne savent même pas d'où viennent ces aliments. Et vous voyez, il y a des
Ce qu'il y a de terrible, c'est que souvent les enfants se disent, ah ben on achète à ces personnes qui arrivent en col et cravate chez nous. Alors qu'est-ce qu'on a fait chez Forest Africa? Si on peut montrer l'image suivante, peut-être. Merci. Merci. Alors, euh, euh, il y a eu un petit changement, effectivement. Voilà, je ne voyais pas bien là. Alors, notre First Africa a donc a été créé il y a quelques années, mais nous sommes devenus une société entièrement privée et vous voyez, on avait été créé en 2017 et puis 35 ans plus tard, il y a eu une véritable évolution. Aujourd'hui, nous avons une philosophie zéro déchet. Alors, on utilise ce fruit du baobab qu'on trouve massivement chez nous. On peut, à partir de ce fruit, on peut produire de la poudre, du jus de baobab, de l'huile, des graines de baobab. Grâce à ces graines de baobab, on ne va pas utiliser toutes les graines, on va en utiliser certaines pour replanter, pour essayer de rendre à la forêt ce qu'elle nous a donné. Et puis, on fait également des briquettes de charbon de bois, donc qui sont tout à fait écologiques. Et puis, nous essayons donc également d'utiliser les fibres de baobab pour faire du thé rouge. Alors, nous avons un modèle d'entreprise très simple, mais qui intègre différents éléments. Alors, c'est important parce que dans ces communautés rurales, nous avons des femmes et des jeunes qui sont ceux qui se chargent de la récolte. Et nous créons ce qui est nécessaire à l'entreprise que nous avons appelé l'engagement rural, qui est vraiment très important pour s'éloigner de la monoéconomie. Donc, nous avons ici une partie fondamentale de notre chaîne de valeur parce que nous ne pouvons pas avoir les fruits nous-mêmes sinon. Donc, nous avons des contacts business to business. Nous essayons d'avoir des contacts avec le consommateur final pour pouvoir générer des revenus en fournissant donc ces fruits grâce à ce que l'on trouve chez nous. Alors, ici, nous avons un synopsis de ce que l'on a. Donc, nous avons le baobab que l'on peut trouver dans le sud du pays jusque dans le nord. Alors, c'est là que vivent les communautés rurales qui ont gratuitement accès à ces forêts de baobab. On doit, pour le maïs, par exemple, il faut acheter les graines, il faut... mais nous avons ici une autre perspective. Même les plus pauvres peuvent se permettre d'avoir accès à ces graines et à les replanter. Nous avons pu produire plusieurs milliers de bouteilles par heure, donc ce qui nous fait à peu près 14 400 unités par jour. Et en fait, même en période de sécheresse, c'est un arbre qui continue de survivre et qui produit des fruits. Donc, il y a une véritable résilience naturelle. Et puis, on rend à la forêt ce qu'on lui a pris en replantant. Ce sont en fait des fruits qui sont assez simples à replanter. Nous voyons donc que nous pouvons rendre à la forêt ce qu'on lui a pris. Image suivante, s'il vous plaît. Alors,
ici, nous voyons ici une chaîne de valeur assez impressionnante. Je prends un exemple. Ce n'est pas un partenariat. Nous avons en fait ici réuni des intérêts communs. Nous avons la capacité de transformation et nous avons accumulé un entrepôt pour les graines et c'est une façon donc d'assurer la durabilité pour que ce type d'activité puisse se poursuivre. Et dans ce modèle d'affaires, nous avons créé un point d'entrée viable pour les communautés rurales. On Avant, on disait aux gens, ne n'abattez pas les arbres. Maintenant, on se limite pas à leur dire de ne pas les abattre, mais on leur dit, voyez ce que vous pouvez faire avec ces arbres. Vous pouvez même en planter davantage et vous allez contribuer à la séquestration du carbone et vous allez donc pouvoir avoir accès au marché à l'avenir et créer de l'emploi. Donc, ça a un intérêt du point de vue social. Voilà donc ce que nous voulons faire, quelle est notre ambition chez Forest Africa. En tout cas, je serai prêt à répondre à toutes vos questions pendant la session questions-réponses. Merci beaucoup, Fraser. Vos marchés sont des marchés locaux, nationaux pour vos projets, pour vos produits? Oui, oui, pour l'instant. Nous servons surtout le marché local. Et ça, c'est la partie la plus formidable. Les consommateurs attendaient cela. Ils cherchaient des produits indigènes euh, auxquels ils pouvaient s'associer. Et donc, c'est ce qui a vraiment d'excitant pour nous, grâce à ces produits qui arrivent sur le marché et qui sont nouveaux. Et je veux dire qu'on s'en est bien tiré jusqu'à présent. Merci beaucoup. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent dans le milieu de la recherche et avec les organisations, parce qu'on essaye de voir quelles sont les récoltes les moins utilisées, les récoltes ou les cultures indigènes qui peuvent avoir une valeur nutritionnelle et contribuer à la résilience du climat. Merci de cette présentation. Nous allons toujours vérifier dans le chat s'il n'y a pas des commentaires et nous allons voir s'il n'y a pas si vous pouvez donner des réponses à ceux qui vous posent des questions dans la chat room. Alors, sans plus attendre, vous savez que dans la session 3, nous avons couvert pratiquement tous les pays africains, mais nous n'avons pas de la diversité pour toutes les sessions. On essaye d'assurer également d'essayer de trouver des panélistes qui soient hommes et femmes. Mais avant de donner la parole à Audrey, je vais donner la parole à Bruno qui vient de Zambie et qui est un expert en financement. On a beaucoup parlé de vous parce que Kamala Harris est venue vous trouver. Elle venait des États-Unis et vous avez une expérience surtout dans le financement du développement. Vous êtes comptable et puis, bien entendu, vous avez également une expérience dans l'horticulture. Nous sommes très curieux de découvrir votre activité parce que je crois que cela va intéresser une grosse partie de notre public. Je vous en prie, Bruno, à vous la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi. J'ai été présenté. Je travaille à Panuca Enterprise Limited, où je suis directeur et fondateur en fait. J'ai lancé cette société en 2017. Et dans la suivante diapositive, simplement pour vous parler de notre business model, nous sommes une société B2B et nous fournissons principalement nous gravitons surtout autour des
euh, de la vente en vrac. Et ce qui est important pour nous, nous produisons ce qui, nous savons, va avoir des débouchés pour limiter les pertes de production. Bien entendu, nous cherchons toujours des opportunités d'exportation, en particulier pour les produits mûrs comme le concombre et beaucoup d'autres produits. Et du point de vue de nos produits, comme je vous disais, nous avons toujours des produits de haute valeur. Parlons de la laitue iceberg, le concombre, le maïs, les poivrons, les jaunes, les verts et les rouges. Et puis nous venons d'introduire également le butternut dans notre gamme de produits. Dans la prochaine diapositive, je vous présente quelques statistiques sur la manière, sur le réseau. Pour, lorsque j'ai commencé à travailler dans ce secteur, les statistiques montraient que la Zambie produisait que 10% de ses produits de haute valeur ajoutée, 90% étaient importés d'Afrique du Sud. Et les capacités des producteurs de Zambie est beaucoup plus importante. Mais il faut augmenter la qualité d'une part, et puis la question de la quantité et de la variabilité dans la qualité était un problème. Donc il fallait une bonne infrastructure de production et des compétences entrepreneuriales pour pouvoir avoir une entreprise horticole qui soit couronnée de succès. Lorsqu'on parle de euh, toute société, les quatre facteurs fondamentaux de production sont toujours les mêmes. Mais ici, lorsqu'on parle du changement climatique, qui, d'après moi, est le cinquième facteur qu'il faut considérer pour la production, parce que si vous ignorez cet aspect-là, les autres ne vont pas vous être de grande aide. Mais la qualité, la quantité et la constance sont des éléments qui sont très importants. Lorsque on veut des produits, l'important c'est d'être constant dans la production. Nous, avec les différents changements climatiques, qu'il s'agisse de l'excès de pluie en été, par exemple, ou dans la saison froide, ce qu'on voit que dans la production horticole, l'impact est très important. Et ceci vous amène à chercher une production résistante au climat et après 3 ans d'exploitation en plein champ, où nous avions des problèmes de production régulière, mais également de qualité de nos produits horticoles, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, l'infrastructure était un point clé que nous devions essayer de résoudre. Donc, il nous fallait des technologies qui puissent nous permettre de faire face aux problèmes climatiques et nous devions également, avec nos collègues, devaient faire appel à des technologies faciles à utiliser et qui étaient mûres. Dans la diapositive suivante, je présente quelques-unes des statistiques qui reprennent un peu ce qu'a dit Fraser auparavant. Les statistiques en Zambie, c'est que la Zambie perd entre 250 000 et 300 000 hectares par an par la déforestation. Et un des moteurs de cette déforestation, c'est l'expansion agricole parce que les gens essayent d'accroître leur production en augmentant le terrain utilisé. Donc, ils
coupe plus d'arbres. Et ce que nous voulons montrer ici, c'est qu'il est toujours possible d'augmenter la croissance sur des terrains plus petits en adoptant des infrastructures adéquates. Avec Nexus, nous avons une interface entre l'alimentation, l'eau et l'énergie. Nous ne sommes pas connectés au réseau, nous employons l'énergie solaire et ceci permet d'éliminer ce mythe qu'on ne peut pas produire uniquement à partir d'énergie solaire. Et bien entendu, nous utilisons d'autres technologies comme bioréacteurs euh, que nous utilisons pour notre production. Du côté de l'eau, nous avons l'irrigation goutte à goutte et d'autres technologies que nous examinons, en particulier la récupération de l'eau, la récolte de l'eau et et technologies agricoles qui me permettent d'utiliser mieux l'eau dans les fermes. Euh, donc, il y a une série de composantes critiques dans notre business model et dans cette diapositive que vous voyez maintenant, je présente différentes euh, configurations de production où nous avons des filets à ombrage, des serres, et du fait que nous utilisons tous ces différents modèles, nous pouvons changer, adapter notre production horticole de sorte à ne pas être impacté par les changements climatiques ou les changements dus aux saisons. Donc pour nous, la constance est vraiment une proposition de valeur importante hein, pour l'agriculture. Donc, on fait de la production tout au long de l'année et ceci nous permet d'être plus en contrôle de la manière dont nous faisons les choses. Ici, vous voyez un de nos investissements les plus récents, non seulement du point de vue de nos serres, mais également de nos filets à ombrage qui nous permettront d'accroître encore davantage notre mix de production tout au long de l'année. Et une des choses que nous avons observées, c'est qu'au cours des 4, 5 dernières années, nous avons utilisé un certain type de tunnel. Nous avons besoin d'ouverture d'aération au toit parce que les problèmes pour pouvoir adapter votre infrastructure productive aux différents comportements climatiques est un sérieux problème. Dans cette diapositive, et nous n'avons que 10 minutes pour faire une présentation. Je vous invite à visiter canal YouTube de euh, Panuka Farm. Vous trouverez près de 200 vidéos là et vous entendrez Monsieur Panuka. C'est moi, bien entendu, que lorsque je parle au nom de la société, je me présente comme Monsieur Panuka et ici, je vous présente comment les petits exploitants peuvent utiliser différentes technologies comme l'irrigation goutte à goutte, les filets à ombrage, et les tunnels. Et si vous examinez notre canal YouTube, je pense que vous aurez une bonne idée des différents sujets qui peuvent être d'intérêt pour vous. Pour les diapositives suivantes, vous voyez qu'effectivement, j'ai accueilli la vice-présidente des États-Unis sur nos installations parce que ce qui l'intéressait, c'était de voir les efforts que nous avions réalisés en tant qu'exploitation agricole pour euh, assurer notre production et voir quelles étaient les choses que nous faisions pour la collecte, la récolte d'eau. Et elle a donc apporté son appui sur les efforts que nous avons réalisés. Une autre personne qui nous a visité, c'est Mme Anshula Kant, qui est la seule qui est en fait venue voir un peu quels avaient été les efforts réalisés par la Banque mondiale. C'est la personne que vous voyez ici à l'écran, Mme Anshula Kanti.
et elle est venue voir quels étaient les progrès que nous avions réalisés avec les investissements fournis par la Banque mondiale. Je voulais également vous signaler que je viens de publier un livre qui s'appelle Farming as a Business, hein, l'agriculture comme s- activité commerciale. Je pense que ce livre sera disponible en 3 ou 4 semaines sur Amazon et d'autres plateformes. Et ici, je montre un peu comment vous pouvez euh, faire les preuves de votre agriculture euh, pour les personnes externes. Alors ici, vous avez toutes mes données de contact, mon email, ma page Facebook est très active et notre canal YouTube qui devrait vous permettre de voir ce que nous faisons comme entreprise agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno, et toutes mes félicitations pour ces visiteurs de marque que vous avez pu recevoir à votre ferme. Je vous remercie également de nous avoir signalé vos vidéos. J'espère pouvoir en examiner l'une ou l'autre. C'est toujours très intéressant de pouvoir faire appel à des vidéos à côté des livres, etc. Je veux vous demander avec combien de commandes est-ce que vous avez? Nous essayons d'avoir les petites exploitations, mais c'est toujours un problème parce que les produits que nous voulons vendre requièrent des investissements. Par exemple, le concombre, on ne peut pas le cultiver en plein champ. Et ça, c'est pas un problème que nous avons avec les entreprises minières. Nous avons à peu près entre 15 et 20 petits producteurs, mais la qualité constante de la production est un gros défi. Et ce que nous constatons, c'est que lorsque vient la saison des pluies, la plupart des petits exploitants ne peuvent pas nous fournir leur production et le réseau énergétique est un sérieux problème également. 30% seulement, ou moins de 30% du territoire est couvert par cela. Donc, c'est un problème à côté de celui de l'irrigation. Eh bien, oui, ce sont des défis pour nos organisations également. Pour les collègues qui travaillent sur le terrain, on constate également, c'est pour ça que nous apportons également notre soutien aux petites exploitations et aux petits groupes d'agriculteurs pour pouvoir améliorer la qualité et de leurs produits. Ceci, entendu, demande beaucoup de soutien de la part de toutes sortes de bailleurs de fonds, y compris l'Union européenne, l'IUSD, l'OECPS. Et nous reconnaissons effectivement que c'est un sérieux défi. Et pour faire la transition maintenant vers cette partie, parce que vous êtes tous des personnes qui sont actives dans le secteur, vous apportez votre soutien aux petites exploitations. Nous passons maintenant à la partie qui concerne les panélistes qui travaillent avec les petites et moyennes entreprises et les petits exploitants. Et nous voulons bien entendu voir la situation s'améliorer pour ces personnes. Audrey Darko est la fondatrice directrice de Savonsake au Ghana. Non seulement est-elle une jeune entrepreneuse ghanéenne passionnée dans les communautés agricoles rurales, elle est également active dans les engrais biologiques parce que c'est bien entendu la solution la plus simple pour les groupes d'agriculteurs avec lesquels elle travaille. Donc, elle
travaille sur les processus pour transformer la biomasse en du matériel régénératif. Je pense travailler avec la canne à sucre et je viens de lire, il me semble, que sur la conférence, la COP27, la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique en Égypte, vous a été annoncé comme, présenté comme une lauréate de la compétition entrepreneur climatique du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Donc, je suis très heureuse de voir tant de femmes actives dans ce domaine et d'obtenir aussi beaux résultats. Merci beaucoup, Audrey. Je sais que vous êtes en voyage, ce n'était pas facile pour vous de vous joindre à nous, mais vous êtes là et je vous remercie particulièrement de vous être joint à nous. Audrey, c'est à vous. Euh, bonjour, Isolina. Alors, je vais simplement vous montrer quelques images. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour pouvoir illustrer mon propos. Non, je vous en prie. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le programme nous avions également Ibrahim Traoré et Gaëtan va me dire maintenant si Ibrahim fait partie des participants, s'il a pu nous rejoindre. Il fait partie de la division finance climat à la BOAD, la Banque ouest africaine du développement. Alors, la communication est généralement simple, mais quand on voyage, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas si Ibrahim a pu nous rejoindre. Sinon, nous avons Jacob qui n'est pas dans le programme, mais Jacob Maiga, qui en fait vient de Farmline au Kenya et qui va nous parler de pratiques intelligentes au Kenya. Alors, on va d'abord voir si Monsieur Traoré est présent. Sinon, on essaiera de l'inviter lors d'une prochaine session. D'ailleurs, ceci me fait vous dire que Axel vous a donné l'email pour ses activités et la plupart d'entre vous nous envoient des messages pour nous parler de leur entreprise que nous ne connaissions pas forcément et que nous aimerions pouvoir présenter. Alors nous vous invitons à partager votre expérience, donc continuez à nous écrire et à nous présenter vos entreprises. Alors je voudrais vous annoncer, Audrey, vous me faites savoir quand vous serez prête. J'anticipe déjà quelques remarques que je comptais faire à la fin. Lors de la semaine du 16 octobre, qui est le World Food Day, donc la journée mondiale de l'alimentation, et en réalité, ça se prolonge toute la semaine avec l'aide de mon collègue de la communication et Gaëtan que vous ne voyez pas sauf s'il allume sa caméra. Gaëtan est celui qui gère cette session Zoom et qui nous aide à nous connecter. Eh bien, avec les collègues, nous allons donner suite à votre demande, c'est-à-dire d'avoir une plateforme pour échanger vos expériences au-delà de nos sessions qui sont forcément courtes parce que nous ne pouvons pas nous permettre des sessions trop longues parce qu'on est tous très occupés, mais on va créer un blog pour échanger sur ces séries d'innovations, mais également où vous allez pouvoir donner davantage d'informations sur vos propres entreprises. Vous allez voir qu'il y a pas mal de B2B qui se fait et de contacts entre entreprises. Et donc ça, c'est l'objectif de cette plateforme. Alors, Audrey, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, merci à vous, madame. Si vous avez du mal à partager votre présentation, Axel peut vous prêter main forte de notre côté. Voilà, je crois qu'elle arrive. Très bien. Nous voyons votre écran.
Voilà. Isolina, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous voyons la première diapositive. Ben, je vais simplement m'assurer que je peux passer d'une diapositive à l'autre. Très bien. Ben, je crois qu'on peut y aller. Oui, allez-y. Très bien. Bonjour tous et à toutes. C'est un plaisir de me joindre à vous. Moi, c'est le soir de mon côté. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Audrey Esdarka et je suis heureuse de pouvoir partager un peu davantage sur ce que nous faisons à Savon Sake. Nous sommes une organisation spécialisée dans la technologie climatique, en agriculture régénérative et en financement carbone. En deux mots, ce que nous essayons de faire, c'est améliorer la santé des sols en le suivant, en particulier dans les communautés agricoles, en particulier les plus vulnérables, et pour autonomiser les agriculteurs pour leurs moyens de subsistance. Voilà, je suis agricultrice, chercheuse et également directrice de Savonsake. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet de développement pour la restauration des terres. Savonsake a commencé officiellement à la fin de l'année 2018, où nous avons commencé nos activités. Et jusqu'à présent, l'expérience que nous avons vécue est assez bonne. Notre ambition, c'est d'assurer que nous puissions construire un vaste réseau d'agriculteurs génératifs qui puissent cultiver des aliments de façon durable, tout en pouvant se protéger contre les chocs climatiques, qu'il s'agisse de sécheresse, des euh, températures extrêmes, d'érosion solaire. Et nous pensons que euh, cela peut se faire en utilisant euh, des euh, ce que dit notre nom, savon saké, qui veut dire transformer ou rendre quelque chose de nouveau en ouza. Euh, Nous essayons de transformer les déchets en une ressource pour produire, par exemple, une solution qui puisse contribuer à améliorer la santé des sols et augmenter sa résistance aux sécheresses. Et euh, nous travaillons à cela avec des communautés agricoles, des organisations. Et pour cela, il est important d'innover avec des produits et des processus qui sont nécessaires pour pouvoir renforcer les capacités des agriculteurs avec lesquels nous travaillons. Euh, Tout cela, nous le faisons en réunissant les connaissances que nous avons pour en faire profiter le plus grand nombre. Je vais vous donner un peu d'antécédents sur les chocs climatiques qui touchent l'Afrique subsaharienne et le Ghana également. Bien entendu, nous avons les sécheresses, les inondations. Et il y a de ce fait une grande perte de la fertilité des sols. Les sols contiennent deux fois plus de carbone que l'atmosphère et la flore et la faune. Il faut savoir également que plus de 58% d'aliments supplémentaires peuvent être produits si on peut gérer nos sols de façon durable. Ceci est fondamental si nous voulons maintenir une production alimentaire en bonne santé et de façon durable. Comment faisons-nous? Nous adressons le problème à trois niveaux. Il y a 65% des sols ont besoin d'être régénérés, en particulier au Ghana. Nous avons au Ghana un stress hydrique très important pour les 2 prochaines années. Il y a 8 fois moins de nutriments
Et puis, nous avons des intrants qui sont plutôt déficitaires. Et le déficit est 50% annuellement. Une des choses que nous pouvons faire avec notre solution pour le sol, c'est qu'il y a beaucoup de carbone c'est dans les sols. C'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il nous faut nous assurer que nous puissions séquestrer ce carbone. Et puis, notre modèle d'activité va assurer que ouf, puisse s'en sortir un peu mieux. C'est pour ça que nous euh, essayons d'augmenter leur accès aux finances, ce qui n'est pas leur situation la plus simple. Ici, vous voyez une des agricultrices qui représente 43% des agricultrices. Elle vit dans une zone qui est particulièrement vulnérable à la sécheresse. Donc, elle est vraiment dans une communauté menacée. Elle vit bien en dessous du niveau de revenu de la moyenne de la population, 4 euros ou 4 dollars par mois. Et donc, c'est vraiment pas une façon de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Sabon Saké fait deux choses. La première chose, c'est d'essayer de se servir de la nature et de la technologie. Donc, éliminer le carbone. Donc, on produit des produits d'engrais biologiques et grâce par exemple aux déchets du sucre de canne. Et ceci nous permet d'accroître la rétention d'eau de l'ordre de 60%. Ça permet d'accroître également la séquestration de carbone de l'ordre de 2 kilos par kilo. Et donc, on essaye de réalimenter, si vous voulez, les sols. On essaye d'avoir un système durable de biotechnologie pour essayer, en essayant d'améliorer les différents mélanges. Et nous voulons faire en sorte qu'au Ghana, les agriculteurs puissent avoir également des revenus additionnels et j'en parlerai tout à l'heure. Alors aujourd'hui, notre modèle d'affaires est vraiment un- une stratégie de développement euh, pour éliminer le carbone. Donc, c'est dans le secteur alimentaire et le secteur euh, non profit. Euh, donc, nous voulons améliorer la chaîne d'approvisionnement. Nous vous allons accompagner les communautés agricoles du Ghana qui sont menacées par les aléas, sécheresse, inondation, etc., ou dégradation des sols. On leur fait des propositions et ils vont, s'ils trouvent ce qu'il leur faut, ils vont pouvoir investir. Alors, nous ne voulons pas que ce soit l'argent qui puisse mettre fin au développement du projet. Donc, on leur permet donc d'adopter des pratiques de reforestation. Il faut que les agriculteurs puissent bénéficier de ces revenus parce qu'ils sont sur la ligne de front. Et donc, nous voulons un modèle qui va permettre de partager le revenu avec eux parce que le fait de passer d'un système traditionnel à un système qui est plus durable est quelque chose qui va aider à résoudre la crise et ils y trouveront également un avantage. Alors, ils ont maintenant accès à des intrants c'est le résultat d'investissements qui ont été réalisés par des entreprises qui vendent nos produits et ainsi ils ont une garantie de débouché et ils sont vraiment enthousiastes à l'idée de cette
agriculture régénérative parce que c'est quelque chose qui va leur permettre de continuer de produire des aliments, mais de façon saine. Et il y a également l'aspect rémunération de la main-d'œuvre. C'est quelque chose qui est particulièrement enthousiasmant pour toutes les parties prenantes. Alors, le Ghana est donc ce qu'on appelle le beachhead. Nous avons 3 millions d'hectares d'hectares, voire davantage, qui ont besoin de génération. Alors, il y a d'autres marchés potentiels, Madagascar, Kenya, les Caraïbes, le Maroc. Voilà, je vous ai beaucoup parlé, mais je dois vous dire que je serais vraiment intéressée à partager davantage si vous vous mettez en rapport avec moi. Vous voyez mon adresse email et vous pouvez voir également les vidéos qui vous montrent ce que nous avons pu réaliser par le passé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Audrey. C'était très apprécié. Vous verrez également dans le chat et ceci montre qu'il y a une collaboration entre la recherche et les communautés d'agriculteurs qui se concrétisent. Alors, tous ceux qui ont travaillé sur la recherche et l'innovation sont intéressés. Évidemment, il y a les entreprises, il y a les organisations d'agriculteurs et de petits producteurs qui sont en contact avec les organisations de la recherche dans leur pays, voire au-delà des frontières et en particulier pour les questions qui touchent au climat et aux technologies, il faut s'y connaître un petit peu en recherche technologie. Alors, sans plus attendre, je n'ai pas vu Monsieur Traoré de la Banque de développement ouest-africaine. Nous allons donner la parole à Jacob Wata, qui fait partie de Farm Lifeline Technologies au Kenya et qui est en fait un pionnier de la technologie et des scanners alimentés par l'énergie solaire. Et il va nous dire comment ceci peut s'appliquer au domaine agroalimentaire. Il a un modèle très particulier d'affaires. Nous vous remercions de vous joindre à nous parce que je sais que vous aussi, vous êtes en voyage en ce moment. Donc, Jacob, vous êtes-vous là? Est-ce que vous nous entendez? Jacob, vous êtes là? Oui, oui, on vous entend, monsieur. Parfait. Est-ce que vous avez une présentation que vous voulez partager avec nous? Oui. Oui, alors allez-y, monsieur. Est-ce que l'on voit mon écran? Pas encore, mais je crois que ça devrait arriver. Jacob, si c'est trop compliqué, vous pouvez peut-être demander à Axel de partager votre écran parce que là, pour l'instant, nous, on ne le voit pas. Est-ce possible? Vous le voyez? Nous voyons maintenant l'écran. Merci, Axel. Donc, vous êtes à la première diapositive. Il y a un bruit de fond qui peut rendre les choses un petit peu difficiles. Allez-y, Jacob. Une toute petite minute, si vous voulez bien, dit-il. Voilà, je crois que ça devrait fonctionner à présent. Allez-y, je vous ferai savoir s'il y a un problème et qu'on ne vous entend pas. Oh, voilà, je m'appelle Jacob et je viens de Farm Lifeline Technologies. C'est le nom de l'entreprise. On passe à l'image suivante, s'il vous plaît. Nous sommes une entreprise du Kenya
basé au Kenya et nous essayons de résoudre un problème qui est en fait l'identification retardée ou différée des ravageurs et des maladies qui viennent détruire nos cultures. Il y a une dégradation du sol, il y a une détérioration des conditions sanitaires qui viennent des engrais. Et donc, cela veut dire que, on perd pratiquement 50% des cultures tous les jours de l'année. Et donc, ce que l'on fait, c'est que on va acheter des fertilisants, des engrais. Ils croient que ça va être la panacée, que ça va tout résoudre. Ils appliquent ça sur leur sol, mais ceci contribue à la détérioration du sol et ça contribue aux émissions. Et en fait, ceci est dû à un excès d'application parce que vous savez que, en fait, ceci contribue à 24% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut vraiment identifier les quantités exactes d'engrais à appliquer en fonction de la maladie ou du ravageur qui est le problème. Donc, je vous disais, il y a des vidéos qui existent et qui vous montrent un petit peu à quoi ressemble la dégradation du sol. On peut passer à l'image suivante si vous voulez bien. Ce problème existe de- depuis la nuit des temps. Alors, le problème, ce que l'on dépend, par exemple, d'une entreprise qui se situe en général, qui a pignon sur rue en milieu urbain. Ces produits sont très chers. On va utiliser des drones pour l'épandage. Et donc, c'est très cher pour le petit exploitant. Deuxièmement, il faut faire appel aux services, des services spécialisés et cela signifie que les agriculteurs sont complètement désemparés. Ils ont du mal à collecter les échantillons dont on aurait besoin pour identifier le problème. Et en attendant, les agriculteurs doivent payer des sommes pour ces interventions. Les Cela signifie qu'on ne remédie pas suffisamment vite au problème. Alors, la solution, on a essayé de trouver une solution qui est alimentée par l'énergie solaire et qui va permettre une détection rapide. Euh, c'est une solution se fonde sur une caméra, un scanner de caméra qui travaille en temps réel. C'est une technologie du Kenya. C'est couvert par un brevet. Et donc, ceci permet, grâce à ces images, d'identifier la maladie ou le ravageur et d'aider ensuite l'agriculteur pour trouver une solution simple et rapide. Donc, les caméras vont prendre les images à intervalles très réguliers, très rapides, en succession rapide. Ainsi, le ravageur ou la maladie peut être identifié, voir un petit peu quelle est la déficience en nutriments que l'on aura repérée, recommander une solution. Par exemple, si on voit que le problème c'est de la FID, eh bien, l'agriculteur a utilisé certains produits. On va lui recommander une solution en fonction du problème ou de ce qu'il a déjà utilisé.
Le son, malheureusement, est très mauvais et l'interprète a du mal à suivre ce que dit Jacob. On va donc n'utiliser dans ce cas-ci que un engrais. Est-ce qu'on va utiliser un engrais, un produit chimique? En tout cas, on utilisera quelque chose qui sera efficace. En fait, tout repose sur une base de données qui est particulièrement riche en informations. Nous demandons seulement 3 dollars à chaque agriculteur, euh, ou pardon, pour 3 agriculteurs, la redevance est de 3 dollars. En général, nous avons un rayon d'action de 300 mètres carrés. Donc, cela signifie que on peut obtenir une solution pour un prix modique, maximum 9 dollars par exemple, pour une certaine surface. Également pour les producteurs d'engrais, ils savent que ils ne vont pas devoir développer des budgets trop importants pour la commercialisation. Ils pourront consacrer leurs ressources là où elles sont le plus nécessaires. Ceci va être une aide à la prise de décision grâce à toutes les données qui ont été collectées et qui se trouvent dans notre base de données. Quels sont les avantages compétitifs? D'abord, l'application est mobile. En fait, le dispositif reste sur l'exploitation. Euh, on n'est pas obligé de le bouger constamment. Et donc, je vous disais, le dispositif, la caméra va faire un scan des 600 mètres de périmètre et on va pouvoir voir quelle est l'étendue de l'infestation. Cela permet donc de réduire en tout cas les coûts qu'aurait dû payer l'agriculteur. Le brevet a déjà été déposé. C'est un brevet kényan. Donc, nous avons eu un impact direct ou indirect sur près de 60 000 agriculteurs. Certains sont des clients directs ici au Kenya. Mais nous sommes présents dans 17 pays et nous avons une présence dans 5 autres pays africains dont vous voyez le nom à l'écran. Et c'est une technologie qui est déjà utilisée en Europe, en Italie. Et nous avons déjà des commandes qui viennent de Comesa et de Ernest et Young. Et nous avons également une sponsorisation de la Silicon Valley. Et vous voyez ici le nom de certains noms prestigieux de programmes auxquels nous avons participé. Et donc, vous voyez ici des recommandations qui disent que c'est vraiment une innovation qui a inspiré les personnes qui l'ont utilisée et qui sont particulièrement heureuses d'avoir trouvé cette solution. Et donc, ils souhaitent continuer à travailler avec nous. Merci. Merci beaucoup, Jacob. Merci beaucoup aussi votre CEO, votre PDG, Esther, parce que je sais qu'il est difficile pour vous de vous joindre à nous en raison de vos problèmes horaires. C'était une présentation très intéressante. En effet, j'ai vu président Kagame qui disait que votre
idée, votre société était digne de louange, que vous fournissez des services d'extension au-delà de ce qui est traditionnel, qui donnait plus de solutions aux agriculteurs. Nous avions voulu être présents sur une session à venir sur ces parties, mais pourrait peut-être parler davantage de votre projet dans les euh, euh, avoir aux questions. Je pense que vous donnez également des formations aux agriculteurs et pour qu'ils puissent s'approprier les données, que vous les formez sur la gestion des données, parce que c'est une partie critique pour les agriculteurs, qu'ils ne se perdent pas avec des données clés qui réellement leur appartiennent. Alors, sans plus attendre, j'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat et que je peux résumer pour pratiquement tous les intervenants. L'une concerne l'agrément ou la certification et les finances, le financement, comment vous allez étendre votre activité, augmenter sa taille. Et une question pour Peter, les bio générateurs ou les incubateurs, comment est-ce que vous allez pouvoir appliquer cela aux cultures? L'équipement a un coût. Est-ce que l'un d'entre vous, certaines idées ont déjà été partagées, mais par exemple, certaines peuvent être produites localement, d'autres importées à des prix inférieurs, mais cela reste un gros problème, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et puis, les cultures infrautilisées et autochtones. Il y avait des questions sur les marchés. Vous avez mentionné que c'était des marchés locaux, mais comment est-ce que les consommateurs sont-ils rendus conscients que ces produits existent, ces produits autochtones existent et comment ils peuvent les acheter? Est-ce que les gens sont sensibilisés? Est-ce que vous pensez que les consommateurs sont conscients des problèmes liés au changement climatique auxquels sont confrontés les sociétés locales et les agriculteurs locaux? Et si vous avez peut-être des témoignages intéressants à partager, ça, ce sont quelques-unes des questions que j'ai vues, mais Axel, si j'ai besoin d'autres éléments, il y a beaucoup d'échanges en fait qui se passent entre vous et je serais heureuse si l'une des organisations partenaires qui pourrait être parmi les participants pourrait éventuellement échanger avec nous sur les visites d'études qui pourraient se réaliser, parce qu'être sur un terrain, c'est toujours une très bonne solution. Peut-être qu'on peut pas travailler dans le même ordre que dans celui des présentations. Donc, pourrions-nous commencer par Peter, si vous êtes toujours là, et bien entendu, toute autre idée, commentaire ou observation que vous voudriez ajouter, n'hésitez pas à la fournir. Oui, merci beaucoup. J'ai vu quelques-unes des questions qui m'étaient adressées directement. J'essaie d'y répondre, mais j'ai ajouté deux euh, lien, un vers un entretien avec la Deutsche Welle, la télé, sur le terrain avec les utilisateurs qui explique ce qui s'est passé, toutes les opérations que nous avons. Ça dure à peu près 5 minutes. Et puis j'ai ajouté un deuxième lien qui est avec quelques interviews, quelques entretiens avec des consommateurs sur le terrain et quelques utilisateurs sur le terrain. Que USAID, UKAID, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, et la manière et qui explique un peu ce que nous faisons. En fait, nous produisons le plus possible sur le terrain. Nous avons notre propre moulin à pellets que nous avons produit nous-mêmes, que nous avons construit nous-mêmes. Nous avons également nos fourneaux pour la production de gaz
Et lorsque il s'agit de la digestion, beaucoup de travail que nous le faisons nous-mêmes. Lorsque nous produisons dans le même pays, ça réduit les coûts d'accès puisque la production se fait sur place et ça réduit le temps qui devrait se faire par importation. Si vous trouvez quelque chose qui est de particulier qu'on ne trouve qu'ailleurs, ben vous êtes bien obligé de le faire, mais euh, nous pouvons faire produire nos propres instruments nous-mêmes dans la mesure du possible. Les ventes de crédits carbone sont très importants pour notre finance, mais nous travaillons également avec des investisseurs actifs. Et voilà. Merci beaucoup, Peter Fraser. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. J'ai vu quelques questions dans le chat. J'ai tenté de répondre à certaines d'entre elles, mais il y en a une que vous n'avez pas soulevée sur la sensibilisation des consommateurs pour l'utilisation des fruits sous-utilisés. Je pense qu'une bonne chose qui rend les choses faciles pour nous en Afrique de l'Est, c'est que ces fruits sauvages sont bien connus. Le problème, et c'est ce que les consommateurs voudront les manger. Euh, donc, les produits n'arrivent que en faible qualité sur les marchés et c'est quelque chose dont nous sommes conscients. Lorsque les gens vont dans les supermarchés et qu'ils voient ces produits, euh, et on leur donne des noms locaux. Si ces noms les atterrent, le tour est joué. Mais ce qu'il nous faut, c'est bien entendu accroître la visibilité pour qu'il y ait plus de consommation de ces fruits autochtones, de ces aliments autochtones. Et je pense qu'ici, si on fait un peu plus d'investissement pour stimuler la consommation alimentaire de ces produits en donnant par exemple le profil nutritionnel de ces aliments qui sont biologiques, naturels et dont les qualités nutritives n'ont pas de leur pareil, eh bien à ce moment-là, je pense que nous pourrons obtenir une meilleure acceptabilité. L'autre question, bien entendu, c'est les effets du changement climatique sur ces produits. Et dans ma présentation, j'ai mentionné qu'une des parties intéressantes, c'est que ces produits sauvages se comportent très bien dans des zones agroalimentaires ou agroécologiques où la pluviosité est faible. Et nous avons des arbres qui sont très résistants à la sécheresse. Bien entendu, lorsque la sécheresse se prolonge, le rendement est moindre. Mais, comme vous le savez, l'agriculture est fondamentale pour nous. Mais nous voyons que les cultures ne produisent pas toujours ce que nous attendons. Lorsque nos communautés rurales ne disposent pas d'irrigation. Donc, l'élément de résilience, de résistance aux sécheresses est important, mais nous savons que une sécheresse persistante finira par toucher ce rendement. Donc là, nous avons malgré tout un problème, mais en ce moment, il y a suffisamment de marge pour pouvoir euh, récolter ces fruits, même pendant sécheresse. Nous avons pu l'observer pendant les quelques années où nous avons été actifs. Ça, c'était les deux questions qui étaient posées. D'entre vous avaient demandé nos détails, données de contact, et je les ai partagés dans le chat. Merci beaucoup, Fraser. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Parce que je pense que nous avons de nouveau un écho. Merci, c'est mieux.
Une petite précision, un bon nombre des participants utilisent leur téléphone mobile en session et ne voient pas toujours le chat. C'est pour ça que nous répétons ces questions clés. Mais ça ne veut pas dire, ça veut dire également que ces personnes n'ont pas nécessairement accès aux données de contact que vous avez fournies. Vous savez que nous ne pouvons pas partager ces informations en raison des règlements de la protection des données, mais si vous nous autorisez à partager ces informations, nous le ferons très volontiers. Bruno. Merci. Ben, je pense que j'ai déjà vu une question concernant le fait que nous n'avons pas, notre production se fait tout au long de l'année. Euh, et je pense que c'est, la question était comment peut-on avoir une production annuelle? En fait, nous avons trois types d'environnement de production en Zambie. Nous avons l'été qui commence maintenant entre août et novembre qui se caractérise par une chaleur intense. Et dans ces conditions, on voulait un contexte de production qui permette la ventilation, l'aération et que la chaleur ne puisse pas s'accumuler. C'est pour ça que nous avons beaucoup de maisons couvertes d'un filet qui permet de minimiser l'infestation par les insectes et réduire l'évaporation, parce qu'en été, c'est à ce moment-là où on voit beaucoup d'évaporation se produire. Donc, cet environnement avec un filet d'ombrage va permettre de résoudre le problème de la gestion de l'eau et d'améliorer la qualité des produits. Ça, c'est la période où nous utilisons ces filets. Puis, la saison des pluies qui s'étend de novembre au mois de mars-avril, il vous faut une configuration qui vous permette la respiration, mais ne permettra pas un excès d'eau due aux pluies. Et avec cette accumulation de l'humidation, il y a certains types de tunnels qui ne permettent pas beaucoup d'aération et on finit par avoir énormément de maladies fongiques. À ce stade, euh, les, nous avons pensé à des systèmes de ventilation dans le toit, des évents et puis pendant la saison d'avril jusqu'à mai, qui est la saison froide dans le contexte de la Zambie, où les températures descendent très fort, et là, les tunnels deviennent les systèmes à privilégier parce qu'ils accumulent la chaleur. Donc, en fait, nous adaptons notre production à ces trois types d'environnement et ainsi nous pouvons nous adapter. Euh, Par exemple, pour la laitue iceberg, une fois qu'on arrive à la saison des pluies, on ne peut plus les cultiver en plein champ euh, et même à cause de la pourriture qui peut se produire. Donc, ce type d'environnement de production s'adapte à l'excès de pluviosité. Nous avons euh, Nous regardons donc les différents environnements de production. Nous essayons de comprendre les différentes conditions climatiques de sorte à pouvoir nous adapter et pouvoir choisir la solution qui s'adapte le mieux. Merci beaucoup Bruno. C'était très intéressant. Je veux dire qu'au Colide, nous pouvons partager cette information lorsque nous envoyons notre email de suivi avec l'OCDE. Entre autres, nous avons partagé les informations concernant les études du changement, l'effet du changement climatique par culture, par pays. Et effectivement, cela confirme la stratégie que vous poursuivez, Bruno, ce qui est très important. Mais Jérémy parlera en fin de session à ce sujet. Audrey, oui, Isolina, pardon. Votre micro est coupé, Isolina. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez ajouter? Parce que nous sommes bientôt arrivés en fin de parcours aujourd'hui. Oui,
Je crois que mes collègues ont déjà dit pas mal de choses. Et moi, j'ajouterais simplement que si nous voulons améliorer la sécurité alimentaire, je pense que les conditions, en particulier en ce qui concerne la santé des sols et l'amélioration des sols, de sorte à ce que nous puissions une résistance pour les végétaux, de sorte à pas devoir utiliser trop d'engrais chimiques ou d'utiliser trop d'intrants et d'argent pour pouvoir cultiver les aliments. Ce serait mon conseil pour les agriculteurs en général. Oui, ben merci beaucoup. En fait, il y a eu quelques commentaires dans le chat sur le besoin de certains pays après avoir écouté la présentation, d'avoir un plus grand échange sur les technologies disponibles, parce que dans certains pays, en Afrique et au-delà même, il est bien difficile parfois d'accéder à ces technologies ou même d'être conscient de ce qui existe. Donc effectivement, Audrey, je pense que votre travail est extrêmement pertinent. Et Jacob, vous aviez il y a quelques questions pour vous également, et en plus d'un de mes collègues, est-ce que vous pourriez peut-être préciser les cultures les ravageurs sur lesquels vous travaillez, en partie, et en plus du travail que vous réalisez déjà avec les petits exploitants et sur l'expansion? Merci. Oui, il y avait pas mal de questions qui m'étaient adressées. Je vais essayer de les combiner. Je commençais par la dernière sur les cultures et les ravageurs et les maladies que notre système permet de détecter. On peut en fait détecter jusqu'à 8000 espèces de cultures parce que nous consultons une banque de données mondiale. Je vais vous expliquer cela. Notre système n'est pas nécessairement utilisable uniquement au Kenya, on peut l'utiliser dans n'importe quel pays parce que les consultations que nous faisons sont pour une banque de données mondiale. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qui explique son succès dans 50 pays différents. Il y a pas mal de personnes qui m'en demandent des informations sur la Zambie, aussi de la Gambie, et pas mal de personnes qui me demandent de voir si je peux pas établir un partenariat avec vous pour pouvoir faire parvenir notre dispositif dans votre marché. Notre système, que vous soyez en Afrique du Sud, je peux envoyer le dispositif en Afrique du Sud. Vous le mettez, vous le connectez à une carte SIM, vous le mettez sur votre terrain. Vous pouvez le configurer en 5 minutes au moyen d'une application mobile. Une fois que la configuration est réalisée, ça fonctionne exactement comme si ça se trouvait au Kenya. Vous la placez sur votre terrain et vous obtiendrez les notifications toutes les 5 secondes, comme je vous ai expliqué. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec des gens de tant de pays différents. Alors, le son est en train de se dégrader, donc nous n'entendons plus ce que dit Monsieur Jacob. Voilà. Pour ce qui est de la formation des agriculteurs, Jacob, que pouvez-vous nous dire? Je crois que vous avez un problème de connexion, effectivement. Donc, si ce n'est pas possible, oui. euh, nous n'en nous recevons que quelques syllabes de Monsieur Jacob Farmer. Quand votre connexion est vraiment mauvaise, nous ne pouvons plus vous entendre. Mais est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant nous vous entendons. Nous essayons. Et si ça ne va pas, eh bien, vous pouvez toujours nous fournir cette information par le chat ou d'une autre manière. Eh bien, non, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, monsieur. Nous avons vraiment perdu une grosse qualité de la connexion. Oui, et Jacob, je suis désolé, c'est peine perdue. Si vous avez le temps, est-ce que vous pourriez peut-être mettre ces informations dans le chat ou les partager avec nous, le colis, de façon plus détaillée et bien entendu, nous le ferons suivre dans l'email que nous vous enverrons. Donc, effectivement, je ne l'ai pas dit auparavant, nous allons partager toutes les présentations
euh, en toutes les langues disponibles et bien entendu également les enregistrements de la session ainsi que tout autre document qui pourrait vous être d'utilité. Alors, à moins que l'un ou l'autre d'entre vous ait d'autres questions, il nous reste 15 minutes. Nous avons convenu au départ que Dr Baba Femi, qui avait mentionné que les PME et les petits exploitants doivent vraiment accueillir des solutions innovantes et pour pouvoir lutter contre le changement climatique. On a parlé de la technologie et compétences, les compétences liées à la recherche, au financement, à la formation et bien entendu à s'adapter et développer ces innovations pour pouvoir développer leurs activités, bien entendu, et des connaissances en matière de climat et de changement climatique et le coût de l'adaptation. Ce sont quelques-uns des domaines pour lesquels Jérémy, notre délégué général, qui a été très attentif tout au long de la session, va pouvoir partager avec nous ses idées nos idées, en fait, et également les domaines qui peuvent compter sur le soutien du COLID et pour, qui sont soumis à notre partenariat. Merci beaucoup, Isoline. Et bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon où vous vous connectez. Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier tous les panélistes qui ont partagé leur expertise et leurs expériences. Je les remercie d'avoir été une source d'inspiration. Je voudrais également remercier les participants à cette session. Vos contributions sont vraiment très précieuses. Tous ces échanges, toutes ces idées, toutes ces questions nous font avancer et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons choisi ce format de série avec PAFO et nous essayons bien entendu de vous fournir des systèmes de plateforme plus permanents qui vous permettent de continuer les échanges au-delà de la session. Merci à PAFO de cette collaboration extrêmement fructueuse et merci aux bailleurs de fonds, à l'Union européenne et à l'ECPS, sans lesquels cette série ne pourrait pas se tenir. Alors, je dois dire que la session a été particulièrement intéressante et pertinente. Nous savons que le changement climatique est bien une réalité et ce depuis quelques années. Ceci a été expliqué par le CEO du PAFO au cours de son allocution d'ouverture, mais également nous le voyons dans les histoires qui ont été présentées et également à la lumière de ce que nous recevons tous les jours de nos partenaires de par le monde grâce à ce programme, ce cinquième programme Market Fit for Market Plus. Alors, le changement climatique est une question qui affecte l'ensemble de la planète, toutes les populations, toutes les communautés. En fonction, cet impact va varier évidemment en fonction des conditions socio-économiques, mais il y a un impact, c'est certain. Alors, nous allons essayer ici, chez Colide, nous avons essayé d'avoir un triple angle d'attaque, si j'ose dire, avec le changement climatique et les systèmes agroalimentaires. Nous savons que ce sont des secteurs qui sont particulièrement vulnérables du fait de cette évolution du climat. Comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, on reconnaît que l'une des causes ou en tout cas des contributeurs principaux de ce changement climatique. Et donc, on essaye également de trouver quelques solutions. Et donc, il y a ce triple rôle, si vous voulez, c'est une triangulation de la relation, donc agroalimentaire, système agricole et les partenaires. Donc, avec PAFO et avec d'autres partenaires, nous essayons d'avoir des niveaux d'intervention complémentaires différents, mais complémentaires. En ce qui concerne justement la question du climat.
Première chose, au niveau macro, il faut d'abord comprendre quels sont les problèmes et nous assurer de pouvoir contribuer de manière significative, également avec des plaidoyers. Puis, nous savons aussi qu'il faut avoir une approche qui soit durable. Je vous disais qu'il y avait trois piliers, donc la durabilité socio-économique et environnementale. Et ça, c'est vraiment notre mission chez Colide. Ceci signifie que nous participons aux objectifs du développement durable. Toutes les initiatives politiques doivent être prises dès lors où elles ont un impact direct ou indirect sur l'évolution du climat. Alors, il n'y a pas que l'évolution du climat, mais il y a également la sécurité alimentaire qu'il faut assurer et essayer d'alléger la pauvreté de par le monde. Deuxième niveau, identifier, faire le suivi, contribuer à l'édification de solutions technologiques, de nouvelles pratiques. Donc, il s'agit de mettre en place une nouvelle perspective, notamment en essayant de travailler sur les ravageurs, les maladies, la gestion de tous ces éléments, également la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie. Tous ces domaines sont fondamentaux. Et en même temps, ils sont impactés également par le changement climatique et ce sont également des opportunités pour contribuer à la solution. Et puis, il y a le troisième niveau qui est le niveau micro. Et c'est ce à quoi certains se référaient. Quelles sont les entités qui vont pouvoir adopter ces nouvelles technologies, ces nouvelles pratiques grâce à une assistance technique, à une formation pour accompagner les entreprises et pour mettre en place des solutions nouvelles. Alors, quand on parle de changement climatique et d'atténuation de ces impacts, pour les années à venir, il est important également de développer des pratiques résilientes. Ceci est vrai pour les coopératives, pour les producteurs, pour les petites et moyennes entreprises. Il faut pouvoir absorber les chocs. Ça signifie qu'il va y avoir des gros changements qui vont se produire au niveau des communautés. On les voit déjà depuis quelques années. Et bien sûr, il y a eu la Covid, mais il faut qu'on ait davantage d'agilité. Puis, deuxième partie, il y a le niveau adaptation. Ça, c'est le gros du soutien que nous avons fourni pour justement permettre cette adaptation. Et ça passe par l'adoption de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques, de nouveaux types de gestion. Et puis, troisièmement, le niveau de transformation, et ça, c'est adapter le modèle économique, le modèle d'affaires pour faire en sorte que la production puisse se poursuivre, que l'on puisse accompagner les entités économiques pour qu'elles puissent continuer à se développer de manière durable. Voilà, en quelques mots, les différents niveaux d'intervention. Nous allons continuer à travailler de plus en plus sur tous ces éléments, justement dans le cadre du renforcement de la résilience. Et tout ce qui a été dit ici, finalement, porte sur les conséquences du changement climatique, mais il y a également un énorme potentiel, comme on l'a vu dans les témoignages d'aujourd'hui, qui portent sur l'agriculture et l'agroalimentaire, qui sont des systèmes qui contribuent euh, à la solution. Ce n'est peut-être pas l'essentiel de ce que nous faisons pour l'instant, mais c'est quelque chose que nous envisageons pour pouvoir continuer à fournir un soutien
à ceux qui en ont besoin. Merci à tous pour votre contribution. Merci également aux équipes qui ont travaillé avec nous pour cette session extrêmement intéressante. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez poursuivre ces échanges, ces collaborations pour travailler dans ces domaines. Les différents liens ont été partagés avec vous et donc sur ces derniers mots, je cède à nouveau la parole à Isoline. Merci, à très bientôt. Bonne journée. Merci Jérémy. Merci d'avoir eu cette vision tout à fait exhaustive. C'est vrai que cette session n'est qu'un exemple de ce que nous faisons. C'est vrai que nous essayons de soutenir les entreprises, mais nous faisons beaucoup plus. Nous avons une véritable collaboration. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un email, à présenter une demande de soutien parce que je crois que c'est quelque chose dont les petites entreprises ont vraiment besoin. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Tout a été dit. Je remercie d'abord les orateurs. Nous gardons le contact, bien entendu. Merci à tous les participants et à nos interprètes et à toutes les équipes qui travaillent dans Londres. Axel, peut-être vous pouvez allumer la caméra. Gaëtan, et, qui est toujours là avant, pendant et après la session Zoom, parce qu'on travaille également sur le blog qui sera disponible mi-octobre. Et puis alors, il y a les réseaux sociaux, les plateformes, et puis nos collègues interprètes qui nous permettent de nous comprendre dans 3 langues. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Et merci de nous avoir accompagnés. À bientôt.